Banlieue 7 TV, le miroir de la banlieue. Chers candidats, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là, comme l'accoutumée, pour vous présenter un sujet très important, ou bien un thème très important, dans le programme de l'histoire et de la géographie en classe de terminale. Il s'agit de l'Asie-Pacifique. L'Asie-Pacifique, facteur d'émergence et limite. Donc, dans un premier temps, on va parler des facteurs ou bien les causes de l'émergence de l'Asie-Pacifique. Pourquoi aujourd'hui l'Asie-Pacifique est un pôle de la mondialisation. Et d'autre part maintenant, on va parler des limites ou bien des problèmes de l'économie de l'Asie-Pacifique. Mais d'abord, l'Asie-Pacifique. Et pour parler de sa présentation générale, l'Asie-Pacifique est une vaste région située sur la façade occidentale de l'océan Pacifique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il coïncide avec l'Asie orientale, composée d'une vingtaine de pays, dont on peut citer la Chine, le Japon et les NPI, l'exemple de Singapour, de Taïwan, ainsi de suite. Aujourd'hui maintenant, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette émergence, qu'à savoir le réservoir humain, le système politique et le fait qu'il y a une économie d'ouverture. C'est ce qui explique maintenant les facteurs de cette émergence. Mais néanmoins aussi, on va parler de ses limites. Pourquoi limites? Parce qu'il y aura ce qu'on appelle la fragilité. Et là, maintenant, on va parler de quoi? Les problèmes politiques, les problèmes économiques et sociaux, mais aussi on va parler des catastrophes naturelles et les problèmes écologiques. Donc voilà en quelque sorte, d'une manière générale, l'Asie-Pacifique, donc qui est entre l'émergence et difficulté, ou bien l'émergence et limite, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et cela relève bien sûr d'un sujet de baccalauréat pour cette année-ci, surtout si on devait parler de la confrontation économique entre le Japon et la Chine, à qui le dernier mot au sein de l'Asie-Pacifique. Donc même si le Japon est parmi les pays du centre, la Chine aussi est un pays émergent. Donc aujourd'hui, la dualité, ou bien le fait qu'il y a ce qu'on appelle la concurrence au sein de l'Asie-Pacifique, est en train de remettre en question ce qu'on appelle la question de leadership au niveau régional, mais aussi au niveau territorial. Donc dans un premier temps, on va parler des facteurs. Et premièrement maintenant, un grand réservoir humain, les facteurs de l'émergence. Un grand réservoir humain signifie quoi? Au niveau de l'Asie-Pacifique, il y a ce qu'on appelle la disponibilité d'une population. Il y a l'existence d'une vaste population. Le pourquoi? Parce qu'on est en train d'encourager ce qu'on appelle la natalité. Même si cela ne relève pas d'une politique gouvernementale, cela relève des comportements démographiques, à savoir la culture ou bien la religion. Donc, l'Asie-Pacifique est l'un des foyers les plus dynamiques dans le domaine de la population mondiale. Pourquoi? Parce qu'elle représente 30% de l'humanité. Et cela est dû à quoi? L'accroissement rapide de la population. Et on peut donner des exemples, à l'exemple de la Chine. La Chine, en tant que première puissance démographique mondiale, et l'Inde qui est deuxième puissance démographique mondiale, c'est ce qui explique aujourd'hui maintenant le fait qu'il y a la disponibilité d'une main-d'œuvre abondante. Non seulement abondante, laborieuse, travailleuse, c'est la raison pour laquelle on parle aussi de question de disciplinée. Oui, donc c'est une main-d'œuvre abondante. Parce qu'il y a renouvellement des générations, contrairement maintenant aux pays de l'Europe, contrairement aux pays d'Amérique où il y a ce qu'on appelle population vieillissante. Et donc, c'est la raison pour laquelle le fait qu'il y a l'existence de cette main-d'œuvre maintenant permet tout simplement d'attirer les investisseurs privés étrangers, donc de venir au niveau de l'Asie-Pacifique pour se contenter de cette main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que faible coût de production. Et il y a aussi au-delà de cela bon marché. Pourquoi bon marché? Parce que même si le coût est faible, il y a aussi la disponibilité d'un vaste marché de consommation.
parce qu'il y a l'existence d'une population. Et vaste marché de consommation, c'est ce qui explique aussi en quelque sorte le fait qu'il y a l'arrivée des maquiladoras. Beaucoup d'entreprises américaines et européennes sont tout simplement délocalisées direction l'Asie-Pacifique. Pourquoi? Parce qu'il y a la disponibilité de la population et nous, en tant que capitalistes, on est en train de chercher des marchés, chercher des débouchés, alors qu'au niveau de l'Asie-Pacifique, il y a la disponibilité de la population. C'est ce qui encourage maintenant les délocalisations. Donc, c'est ce qui vous fait comprendre que, au niveau de l'Asie-Pacifique, cette population est un atout. Atout, dans le seul but maintenant, on a transformé cette population à travers l'éducation et la formation, maintenant pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une industrialisation. Et au-delà de cet aspect, il y a aussi un autre facteur d'où on peut parler de facteur politique. Facteur politique donc qui est défini à travers deux aspects. D'une part, le fait qu'il y a l'intervention de l'État. Même si au sein de l'Asie-Pacifique, on sait très bien qu'il y a plusieurs pays qui ont des modèles économiques différents. L'exemple de la Chine, l'exemple du Japon. Mais leur point commun, c'est qu'il y a la participation de l'État. L'État est très actif dans l'économie de l'Asie-Pacifique. L'État est en train de réorganiser les entreprises. L'État est en train tout simplement de financer les activités et parfois même c'est l'État qui est en train tout simplement de définir la voie à suivre. Donc cela signifie quoi? Qu'au même titre qu'il y a le secteur privé, il y a aussi ce qu'on appelle la participation de l'État. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on est en train de parler de développement industriel à travers tout simplement la participation de l'État, donc en conséquence la croissance économique. Mais au-delà de cet aspect, on peut parler aussi d'autre part le fait qu'il y a la stabilité politique, contrairement à l'Afrique, contrairement à l'Amérique latine où il y a la fréquence des coups d'État, la fréquence des guerres, des épidémies. Donc raison pour laquelle au niveau de l'Asie-Pacifique, le fait qu'il y a la stabilité, c'est ce qui va encourager maintenant les investissements. Et les investissements maintenant égale tout simplement le fait de créer des entreprises, surtout au niveau de la littorale. Au niveau autant pour moi du littoral, c'est ce qu'on va parler tout à l'heure, donc le fait qu'il y a une ouverture. Donc c'est ce qui va nous permettre d'annoncer le troisième point concernant les facteurs, c'est-à-dire l'ouverture de l'Asie-Pacifique au niveau de l'océan Pacifique et le fait qu'il y a une économie extravertie, donc l'extraversion de l'économie, ouverture vers l'extérieur, n'est-ce pas? Donc raison pour laquelle qui parle d'ouverture de l'économie de l'Asie-Pacifique, l'exemple de la Chine, parce que c'est l'exemple là, comment dirais-je, le plus pertinent quand on est en train de parler de l'Asie-Pacifique, surtout dans le domaine de l'industrialisation. Depuis la création des ZES de Deng Xiaoping à partir de 1984, on a constaté que la Chine est devenue un pays qui est tout simplement, qui développe autant pour moi une économie extravertie, c'est-à-dire donc une économie vers l'extérieur, parce que le fait d'appeler les investisseurs privés étrangers. Et cela signifie quoi? Aujourd'hui, l'économie mondiale est localisée à travers ce qu'on appelle l'Asie-Pacifique et l'océan Atlantique. L'océan Atlantique et l'océan Pacifique, ce sont les deux océans qui polarisent aujourd'hui le commerce et l'économie mondiale. Et l'Asie-Pacifique est la zone qui reçoit aujourd'hui plus d'investissements et c'est la zone aussi où se croisent le plus rapidement possible les investissements directs étrangers, mais aussi les produits manufacturés. Donc le fait qu'il y a une ouverture sur le plan maritime vers l'Asie-Pacifique, c'est ce qui a donné la possibilité d'implanter des ports. C'est ce qui a permis aussi la circulation, c'est-à-dire donc l'exportation vers l'étranger, mais au-delà de cela aussi l'installation des maquiladoras, l'installation des industries, par soit les investissements, soit par ce qu'on appelle la délocalisation des entreprises venant des États-Unis, venant aussi ce qu'on appelle donc de l'Europe. Donc en quelque sorte aujourd'hui, s'il y a le dynamisme industriel au niveau de l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, c'est parce qu'il y a des zones réceptives d'idées, l'exemple donc du littoral de la Chine. Regardez très bien Taïwan. Taïwan qui a été créé donc à partir de 1949, donc dans le seul but de transformer l'île de Formose
donc aujourd'hui devenu ce qu'on appelle une île, et c'est ce qui a encouragé maintenant les investisseurs de venir implanter au niveau donc des zones côtières, même s'il y aura des conséquences, telles que on va favoriser les zones littorales au détriment donc des autres zones de l'intérieur. C'est ce qu'on va parler tout à l'heure donc dans les limites. Mais en quelque sorte, pour comprendre les facteurs de l'émergence de l'Asie-Pacifique, retenez très bien ces trois aspects. Le fait qu'il y a un grand réservoir humain, le fait qu'il y a la participation de l'État, le fait aussi qu'il y a ce qu'on appelle la stabilité politique. Et là, c'est le système politique. Mais au-delà de cela, le fait qu'il y a ouverture maritime qui encourage les investissements et le dynamisme industriel. Mais au-delà de cela aussi, il y a ce qu'on appelle une économie donc d'ouverture. Et là, c'est plusieurs pays, parce que le fait maintenant que l'Asie-Pacifique est devenu un pays émergent, ou bien une zone émergente, c'est-à-dire tout simplement qu'il y a l'idée selon laquelle il y a l'ouverture vers l'étranger. Maintenant, il y aura des limites de cette ouverture. Maintenant, on va entamer directement le deuxième point. Il s'agit des limites. Pourquoi? Parce que qui parle d'émergence, qui parle de réussite, qui parle tout simplement de force, va parler tout simplement donc de faiblesse. Parmi les faiblesses, parmi les difficultés, parmi les limites, on peut citer les problèmes économiques et sociaux. On peut parler aussi des problèmes politiques, mais aussi on va parler des catastrophes naturelles et des problèmes écologiques. Comment? Premièrement, les problèmes économiques et sociaux. Si au sein de l'industrie, au sein autant pour moi de l'Asie-Pacifique, il y a le fait d'industrialiser les zones du littoral. C'est ce qui encourage maintenant quoi? Les inégalités spatiales. Et s'il y a les inégalités spatiales, cela signifie quoi? Qu'on a favorisé les zones côtières au détriment des zones de l'intérieur, et c'est ce qui va encourager l'immigration ou bien tout simplement donc l'exode rural. Quitter les zones de l'intérieur pour aller vers ce qu'on appelle là où il y a les maquiladoras. L'exemple des zones économiques et spatiales. Donc on va tout simplement vers la migration parce qu'on doit se contenter de l'industrialisation, aller chercher de l'emploi, aller chercher du travail. Donc au-delà maintenant de cette inégalité qui est inégalité spatiale, il y a ce qu'on appelle aussi des inégalités sociales. Inégalités sociales telles que on a favorisé les plus compétents et les plus compétitifs au sein donc de l'Asie-Pacifique, oui, parce que même si l'État ne peut pas tout gérer concernant l'éducation, la formation, donc il y aura certains qui vont bénéficier de ces industries ou bien de ce qu'on appelle la création de ces emplois, mais d'une manière générale aussi, il y a certaines zones où il y aura la pauvreté, la précarité et ce qu'on appelle donc des zones où il y aura des difficultés sociales, n'est-ce pas? Donc, retenez très bien qu'il y a plusieurs problèmes sur le plan économique et sur le plan social, et au-delà de cela aussi, il y a la concurrence d'une manière interne. Concurrence interne veut dire quoi? À qui le leadership, qui gère ce qu'on appelle le leadership de l'Asie-Pacifique. Si certains parlent de l'Asie-Pacifique, si certains parlent autant pour moi du Japon, parce qu'il y a les services, d'autres maintenant parlent de la Chine parce qu'il y a l'industrialisation. Donc, conséquences économiques, le fait aussi qu'il y a ce qu'on appelle une économie dépendante de l'étranger. Comment? Le fait qu'il y a ouverture vers l'étranger, cela signifie que s'il y a une crise économique internationale, il y aura ce qu'on appelle une crise au sein de l'Asie-Pacifique parce que l'économie est dépendante autant pour moi de l'extérieur. Comment? La Chine, par exemple, après sa production, destination vers l'étranger pour vendre ses marchandises. Cela signifie quoi? Que nous sommes dépendants du marché de l'extérieur. Si l'Afrique décidait aujourd'hui de fermer la porte ou bien fermer ses portes aux pays de l'Asie-Pacifique, on verra que les exportations de l'Asie-Pacifique seraient tout simplement diminuées. Et en conséquence, donc, balance commerciale serait tout simplement en baisse. Donc, c'est ce qui explique qu'il y a le fait d'être dépendant à l'étranger, mais aussi dépendant, ce n'est pas tout simplement d'une manière économique ou bien d'une manière du marché, mais aussi il y a l'idée selon laquelle nous sommes dépendants sur le plan des investissements directs étrangers, donc venant des pays de l'Europe ou bien tout simplement donc de l'Amérique. Au-delà maintenant de ces problèmes économiques et sociaux, on peut parler des problèmes politiques. Et problèmes politiques au sein de l'Asie-Pacifique, cela relève tout simplement du déficit de la démocratie. Il n'y a pas la démocratie au sein de l'Asie-Pacifique. Pourquoi? Parce que plusieurs pays sont dans l'autoritarisme politique. Autoritarisme politique veut dire quoi? C'est l'État qui gère tout.
il y a ce qu'on appelle la limitation, ou bien non à la liberté d'expression, non à la liberté de publication, non à ce qu'on appelle la manifestation. D'ailleurs, même si vous allez vers la Chine de 1945-1990, vous verrez que les manifestants réclamaient ce qu'on appelle la 5e modernisation. Donc il n'y a pas la démocratie, non à la manifestation. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, cet autoritarisme politique a permis tout simplement de montrer les limites de l'Asie-Pacifique. Il n'y a pas la démocratie. Mais au-delà de cela, il y a le fait qu'il y a des concurrences internes dans la question de leadership. Qui est le leader? Donc, conflit, tension d'une manière interne, surtout entre la Chine et ce qu'on appelle le Japon. Mais au-delà de ce déficit démocratique, on peut aussi parler de tensions, de problèmes liés à ce qu'on appelle l'héritage du passé. Pourquoi l'héritage du passé? Aujourd'hui, il y a plusieurs pays de l'Asie-Pacifique qui ne parlent plus le même langage parce qu'il y a le contexte de la Seconde Guerre mondiale et il y a aussi ce qu'on appelle le contexte de la guerre froide. Par exemple, à partir de 1945, le Japon qui colonisait l'Asie-Pacifique d'une manière générale vient de capituler et on va redistribuer ce qu'on appelle donc les territoires de l'Asie-Pacifique à la conférence de Paris 1945-1947. Et c'est ce qu'on appelle remaniements territoriaux. Et maintenant, même les îles, que ce soit île Marianne, Sakhalin, île Kuril, ont été tout simplement redistribuées donc, au profit de qui? Les pays vainqueurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, cette passé coloniale, autant pour moi, cette passé liée à la Seconde Guerre mondiale, vient s'y ajouter aussi l'exemple de la guerre de la Chine de 1949, qui a été divisée en deux parties par la guerre froide, parce que 1949, après la défaite de Chiang Kai-shek, l'homme va se réfugier à l'île de Formose où il va créer l'État Taïwan. Et depuis lors, Taïwan et la Chine ne parlent plus le même langage, on ne parle plus de relations économiques. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de capitalisme et de socialisme. Et d'ailleurs, même les Chinois réclament tout simplement que Taïwan devait tout simplement se retrouver, ou bien devrait tout simplement venir au niveau de mère patrie. Cela signifie tout simplement que devait rejoindre la Chine pour la réunification. Mais au-delà de cela, on peut donner aussi un autre exemple, tel que la Corée qui a été tout simplement divisée en deux parties, Corée du Nord, Corée du Sud par la guerre froide. Nous sommes aux accords de Panmunjom de 1953. Corée du Nord soviétique, Corée du Sud capitaliste. Regardez très bien depuis lors les deux Corées, il n'y a ni des échanges, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan diplomatique ou bien politique. Donc raison pour laquelle il y a plusieurs divergences, même au niveau du Vietnam. Le Vietnam était divisé en deux parties. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence de la guerre froide. Surtout donc au niveau du traité ou bien tout simplement des accords de Genève de 1954 qui a divisé le Vietnam en deux parties. Donc si vous voyez très bien, les tensions interétatiques sont liées non seulement à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à la guerre froide. Et ces difficultés maintenant freinent l'expansion économique de l'Asie-Pacifique, donc il n'y a pas la question de l'unanimité. Et c'est ce qui donne problème maintenant à l'ASEAN. Si l'ASEAN maintenant, association des pays de l'Asie du Sud-Est, donc qui est le marché commun, si l'ASEAN tarde à être une réalité, cela signifie qu'il n'y a pas la question de l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'il y a des divergences, il y a des tensions internes, et ces tensions vont tout simplement freiner l'économie de l'Asie-Pacifique. Mais au-delà de cela aussi, retenez très bien que sur l'aspect politique, l'Asie-Pacifique n'a pas beaucoup d'influence au niveau international. Si vous voyez même les organisations, que ce soit l'ONU, l'OMC, FMI, Banque mondiale, s'ils ne se résident pas au niveau de l'Amérique, ils se résident au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que leur siège se trouve soit en Amérique, soit tout simplement au niveau de l'Europe. Donc l'Asie-Pacifique, au même titre que l'Afrique et l'Amérique latine, sont relégués au second plan sur le plan politique international. Et d'où maintenant, c'est ce qui explique aussi leur influence politique. Donc au-delà des divergences, au-delà des problèmes, au-delà des difficultés internes, retenez très bien qu'externe, il y a le fait qu'il n'y a pas la question de leadership de l'Asie-Pacifique sur le plan international. Donc pour terminer les problèmes, ou bien les limites, ou bien les difficultés de l'Asie-Pacifique, on va parler des catastrophes naturelles et des problèmes écologiques. Retenez très bien qu'au niveau de l'Asie-Pacifique, nous sommes dans une zone infernale.
une zone où il y a ce qu'on appelle la fréquence des facteurs naturels. Parfois, il y a des tremblements de terre. Souvenez-vous, il y a beaucoup d'informations. Il y a tout simplement beaucoup d'événements qui se sont liés par rapport à ce qu'on appelle des facteurs naturels. L'exemple de 2011 au niveau du Japon. Il y avait ce qu'on appelle une explosion ou bien une crise nucléaire. Et cela est lié à tout simplement à un tsunami. Et maintenant, il y avait beaucoup de dégâts matériels et humains. Pourquoi? Parce qu'on a touché ce qu'on appelle beaucoup de zones industrielles. Et cela est lié tout simplement à un tsunami. Donc, le fait qu'il y a des facteurs, le fait qu'il y a des problèmes naturels, catastrophe veut dire tout simplement ça peut être des séismes, le volcanisme, ou bien des typhons, ou bien tout simplement tsunami, d'une manière fréquente au niveau de l'Asie-Pacifique. Et maintenant, cela n'encourage pas l'économie. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'à chaque instant qu'il y a des catastrophes naturelles, il y aura des dégâts matériels et humains incommensurables. Et c'est par fréquence. Parce que nous sommes dans une zone infernale, comme je viens de le dire, donc à la différence de l'Afrique ou bien tout simplement de l'Amérique latine. Retenez très bien cela. Mais au-delà aussi de ces difficultés naturelles qui limitent l'expansion, on peut dire qu'il y a des phénomènes écologiques ou bien des problèmes écologiques. Et qui parle de problèmes écologiques, d'abord, reviendra tout simplement à parler de l'agression de la nature, des problèmes de nature, et maintenant c'est lié tout simplement à l'activité de l'homme. S'il y a l'encouragement des industries, partout au niveau de l'Asie-Pacifique, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une zone qui est capable de recevoir beaucoup d'investissements parce qu'il y a des atouts qui attirent les investisseurs étrangers. Donc aujourd'hui maintenant, l'installation de ces entreprises, est-ce que ces industries ont respecté les normes environnementales? Et parfois même, il y a beaucoup de conséquences liées à cette forte industrialisation, telles que la pollution, surtout la pollution de l'air, la pollution atmosphérique, où il y aura ce qu'on appelle donc des répercussions sur le plan sanitaire. N'est-ce pas? Mais au-delà aussi de cet aspect, le fait aussi qu'il y a les industries, il y a le fait aussi de maintenir la population au niveau de la pauvreté parce qu'il y a ce qu'on appelle des bas salaires. Et bas salaire reviendra à faire quoi? Qu'il y a faible coût de production, donc on est en train d'exploiter. D'exploiter qui? Donc cette main-d'œuvre au niveau de l'Asie-Pacifique. Mais au-delà de cela, le fait qu'il y a la surexploitation des ressources va entraîner aussi ce qu'on appelle des conséquences naturelles, comme telles que la disparition de certaines ressources, ou bien l'épuisement, la disparition de la biodiversité, composée donc de biocénoses et de biotopes. On parle tout simplement qu'aujourd'hui, il y a la raréfaction de certaines espèces, et c'est lié aux activités de l'homme. Au niveau de l'Asie-Pacifique, on ne respecte pas les normes environnementales. Et c'est ce qui donne maintenant ces conséquences désastreuses maintenant sur le plan naturel. Et donc, c'est raison pour laquelle, si vous devez essayer de comprendre tout cela, conséquences, biodiversité, conséquence, le fait qu'il y a la raréfaction de certaines espèces, mais au-delà de cela maintenant, on peut parler de la question d'insalubrité. C'est une zone où l'alimentation et la question de salubrité aussi pose problème. Parce que si vous voyez qu'il y a la naissance des épidémies, telles que Covid-19, telles que dengue, telles que aussi la grippe aviaire, c'est lié à ce qu'on appelle non seulement la question d'insalubrité, mais aussi la question de l'alimentation. Donc ce sont les limites concernant les problèmes écologiques. Voilà donc en quelque sorte ce que vous devez essayer de comprendre dans l'Asie-Pacifique, qui est en train tout simplement de devenir, je dis très bien devenir, le centre du monde sur le plan économique. Donc aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, même s'il y a ce qu'on appelle donc l'interdépendance entre les zones, l'Asie-Pacifique a un mot à dire dans l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que c'est la zone qui reçoit aujourd'hui plus d'IDE et c'est la zone où se croisent le plus rapidement possible les produits manufacturés. Et il y a une forte industrialisation et il y a beaucoup de pays qui sont devenus émergents grâce à cette ouverture, tels que Taïwan, Singapour, Thaïlande, ainsi de suite. Donc, chers élèves, cette question, ou bien ce thème, ou bien ce sujet est très important. Pourquoi? Parce que l'Asie-Pacifique
peut tout simplement être sujet au niveau du baccalauréat, surtout dans le domaine de la confrontation entre la Chine et le Japon. Voilà, donc c'était tout simplement un résumé concernant l'Asie-Pacifique. On l'a dit, on l'a répété, on est là tout simplement pour apporter nos connaissances pour les besoins donc des préparatifs du baccalauréat, et nous sommes là toujours disponibles pour aider, pour soutenir donc nos frères et sœurs qui sont en train de préparer le baccalauréat comme d'habitude. Donc je vais vous donner rendez-vous très prochainement pour parler de l'économie du Sénégal, surtout à la fin, donc les perspectives pour le développement, les politiques donc de l'État du Sénégal. Donc depuis le plan Sénégal émergent qui définissait justice sociale, équité territoriale, et aujourd'hui maintenant le projet PASTEF qui est en train tout simplement de parler d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Donc je vais vous donner rendez-vous très prochainement pour parler d'une manière générale, entamer avec vous donc l'économie du Sénégal. Et n'oubliez pas aussi, chers élèves, d'apprendre la décolonisation du Sénégal. Parce que nous sommes en 2024, surtout Général de Gaulle et Valdiodio Ndiaye. Il faut faire très attention et il faut faire des recherches. D'ici là, portez-vous bien, donc à très prochainement. Et n'oubliez surtout pas d'abonner sur Banlieue 7 TV. Donc parce que non seulement ce sont des professionnels, mais aussi ils aiment le travail. Il y a aussi ce qu'on appelle le savoir-faire. Donc n'oubliez pas d'abonner, de partager. Merci beaucoup à toutes et à tous.